Les pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les pourquoi de François. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Martin Boissonneau, un vétéran de l'armée pour qui le mot courage prend tout son sens. Après des années de service, Martin continue de livrer un combat bien différent, celui de vivre avec un trouble de stress post-traumatique. Avec une franchise désarmante et une grande humanité, il vient nous partager son histoire, ses défis, mais aussi les outils qui l'aident à avancer chaque jour. Une conversation vraie, percutante et essentielle pour mieux comprendre la réalité derrière le PTSD et surtout l'homme qui se trouve au cœur de tout ça. Martin, bienvenue à mon podcast. Merci beaucoup, François, de me recevoir. C'est très apprécié. Je suis vraiment heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Normalement, lorsque je commence mon podcast, je pose la fameuse question « Pourquoi avoir accepté mon invitation? » Mais aujourd'hui, je vais plutôt inverser la question. Je vais dire « Pourquoi, Martin, m'as-tu téléphoné pour me dire « Je veux assister au pourquoi de François? » Premièrement, François, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est souvent un sujet qui n'est pas développé pratiquement nulle part, à moins d'être dans une communauté de vétérans. C'est un sujet qu'on n'entend pas parler beaucoup. On n'entend pas parler, on ne dit pas beaucoup. On entend des fois parler un petit peu à la TV, mais on dirait que c'est pas comme un sujet tabou du PTSD des vétérans des Forces canadiennes. On va reprendre ton histoire depuis le tout début. Tu as commencé dans l'armée à quel âge? Ça fait combien d'années? Alors, raconte-nous un peu ton histoire. Premièrement, à l'âge de 13 ans, j'ai fait les cadets. J'ai toujours trippé un petit peu sa discipline, trippé un petit peu sur l'armée. C'est toujours un style de vie qui m'a toujours attiré. J'ai fait quelques années dans les cadets de terre à Charlebourg. Par la suite, bon an, mal an. J'ai délaissé un petit peu, puis l'adolescence est arrivée, puis j'ai continué mes études au niveau secondaire. J'ai eu une job d'été au gouvernement du Québec au niveau de la SAAQ. Puis j'ai rencontré un collègue de travail que j'en ai glissé un petit mot, que c'était le fun les cadets. Puis il m'a demandé, pourquoi tu ne rentres pas dans la réserve? Tu pourrais continuer tes études, puis faire de la réserve. Puis là, il m'expliquait un petit peu comment ça fonctionnait. Puis c'est lui qui est allé chercher les informations pour que je puisse rentrer en contact avec la réserve des Forces canadiennes. Dans le fond, la réserve, c'est tu es étudiant, mais tu suis pareil l'entraînement militaire un soir semaine, la fin de semaine, puis l'été durant, puis tu es rémunéré. C'était très agréable. Mais Martin, est-ce qu'on essaye de fuir quelque chose à cette époque-là ou on veut carrément s'engager dans quelque chose par conviction? Je pense que j'ai jamais fui rien. Je pense que moi, j'étais un gars qui aime l'aventure. Je suis quelqu'un qui aime les défis. Puis j'ai toujours été attiré par qu'est-ce qui était véhicule militaire. Tu sais, c'est comme intriguant. C'est de quoi qu'on voit pas nulle part. Puis dans les années début 90, je finissais mon secondaire. Puis moi, je suis pas je suis quelqu'un de manuel. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ben, les jobs, c'était c'était pas facile. Tu sais, quand t'as 16, 17 ans, tu sais pas trop sur quoi t'enligner. Fait que je finissais mon secondaire, je m'enlignais pour un DEP en électronique. Mais les emplois étaient pas évidents dans le début des années 90. Fait que, parallèlement à mes études, j'ai décidé, tout doucement, je vais essayer c'est quoi l'armée. La vraie armée, à part que quand tu étais dans les cadets, là, tu tombes vraiment dans le monde réel. On dit l'armée, c'était l'armée de réserve. Fait que j'ai fait mon cours de recrue en 1992, de soir, de fin de semaine. Ça a super bien été, puis j'ai trippé.
j'ai découvert de nouveaux amis, de nouveaux défis. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours bougé. Je suis quelqu'un qui aimait le sport. Je n'en mangeais. Puis ça cadrait exactement dans mes cordes. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé ma vie militaire. Dans la réserve, toujours à continuer mes études au niveau DEP professionnel. À la fin de mon professionnel, les perspectives d'emploi étaient vraiment so-so dans ces années encore, que je me répète, là, mais c'était vraiment so-so. C'était pas évident. Si le cégep ne m'attirait pas. Fait que j'ai eu des contrats d'été, puis rendu à l'automne, on m'a offert un contrat à temps plein sur la base de Valcartier. Fait que, tant qu'à pas avoir d'emploi stable, puis la rémunération était vraiment intéressante. Fait que j'ai fait mon contrat, puis ça a continué. Parce que dans l'armée, ils te prennent en charge, ils vont te former à un métier. Exactement. Tu as un salaire, tu es rémunéré, et puis par la suite, tu as une carrière devant toi. Exactement. Sauf que moi, j'étais encore dans la réserve. Fait que dans la réserve, c'est soit qu'on t'offre des petits contrats, ou tu peux continuer tes études, puis tu travailles de soir, puis de fin de semaine. Puis, comme je disais tantôt, durant l'été, tu étais à temps plein. Mais moi, j'avais la chance de me faire offrir des contrats de temps plein durant l'automne, l'hiver. Fait que j'en ai fait quelques-uns. Puis bon an, maintenant, en 96, l'émission de l'OTAN, des Nations Unies, c'était la guerre en Bosnie. Le Canada a déployé des gens des années 94, Haïti. En tout cas, la Bosnie-Haïti, là, ça virait dans ce temps-là. Puis j'ai embarqué sur l'entraînement pour aller en Bosnie à l'été 95, puis on est parti au mois de juillet 96. Okay. Mais j'étais encore dans la réserve, puis j'étais attaché avec la force régulière. Okay. Là, je tombais à temps plein avec des gens qui avaient suivi leur formation à temps régulier, la grosse formation, mais moi qui étais réserviste, j'avais peut-être une équivalence du tiers de la formation que les gens de la régulière avaient à cette époque-là. Mais tu t'es joint à eux. Totalement. Tu es parti en mission avec eux. Totalement, parce que les forces canadiennes veulent encourager la réserve lorsqu'ils vont en mission. Ils emmènent tout le temps des réservistes. Okay. C'est comme... il y a un nombre de réguliers, mais ils emmènent tout le temps un nombre de réserves pour leur donner de l'expérience. Puis en même temps, c'est comme le promouvoir. Ben, si tu veux transférer par la suite dans la régulière, ben, tu as une bonne idée comment ça fonctionne. C'était quoi ton métier exactement? Moi, j'ai commencé mon premier métier. J'ai fait 2 métiers. Mon premier métier dans la réserve, j'étais un opérateur de véhicules, dans le fond, un chauffeur. Je conduisais des véhicules, on faisait du transport de troupes, du transport de marchandises. Mais j'ai tout le temps eu le trip de la mécanique. Puis en étant chauffeur, j'ai été affecté à une troupe d'entretien. Puis je les voyais aller, puis j'ai pogné la piqûre. Fait que j'ai fait un transfert de métier en 94 pour m'en aller technicien de véhicule. Et de là, j'ai fait le reste de ma carrière comme technicien de véhicule, un mécanicien dans le fond d'équipement. Je ne suis pas un expert dans le domaine militaire, donc il y a du jargon que je ne connais pas, des termes que je ne connais pas. Mais est-ce que toi, dans le fond, dans tes missions, tu étais ce qu'on appelle être au front? Est-ce que tu étais confronté à la misère réelle directement ou bien tu étais plus en retrait? On était plus en retrait. Quand on parle d'un technicien de véhicule, c'est quelqu'un qui travaille en support aux gens qui sont au front. Dans le fond, quand tu as un seul au front, un gars d'infanterie, un gars de métier de combat, infanterie blindée, artilleur, normalement, tu as au moins 3 personnes qui sont à l'arrière pour supporter. C'est 3 pour 1 le ratio pour supporter la personne qui est au front, en avant, comme on peut dire. Mais dans les années 90, c'était pas des missions de combat, c'était des missions de maintien de paix. Les Nations Unies, l'OTAN, qui était en Bosnie, c'était vraiment des missions de paix. Dans toute cette formation-là, dans cette expérience-là, à tes tout débuts, puis tout au long de ta carrière de militaire, est-ce que tu as des souvenirs ou des apprentissages positifs particuliers que, OK, ça j'ai ça pour le restant de ma vie. Est-ce qu'il y a des éléments que tu te souviens et qui sont mémorables, que tu n'oublieras jamais parce que ça t'a changé?
la chose qui change le plus, c'est que tu trouves une nouvelle famille. Cette famille-là, ben, quand on parle d'un frère d'armes, les frères d'armes, c'est l'amitié que tu développes avec les gens que tu rencontres tout le long de ta carrière. Tu sais, moi, j'ai fait 24 ans. À 24 ans, j'ai des amis à grandeur du pays ou du Canada, parce que tu vas sur des cours, tu rencontres du monde qui viennent d'ailleurs. Les gens sont mutés d'un endroit à un autre au Canada. Tu vas en mission, tu es en mission multinationale. Tu sais, on était en Afghanistan, on était sur la base de Kandahar qui était multinationale. J'ai rencontré des Roumains que j'ai encore sur mes Facebook, qu'on se contacte encore. Qui vont écouter le podcast, qui vont te voir. Ah, peut-être. Mais la chose la plus forte que tu peux sortir d'une carrière militaire, c'est les frères d'armes. Puis c'est dur à expliquer c'est quoi un frère d'armes tant que tu ne l'as pas vécu. Mhm. Un frère d'armes, c'est des gens avec qui tu travailles, c'est des gens que tu connais toute leur vie. Tu es plus souvent avec eux qu'eux sont avec leur famille. T'sais, en mission, c'est 7 jours par semaine. Puis on a vécu des situations, on a vécu des défis ensemble. Tu sais que c'est le travail d'équipe, c'est pas facile, on en bave. Mais ça force des liens. Tu sais, au hockey, souvent on dit ils sont en train de gagner à la chambre, puis il y a un esprit d'équipe. Mais en l'armée, l'esprit d'équipe, c'est minime. C'est plus fort que ça. C'est de bâtir des liens de confiance. Les liens de confiance. Avec ces gens-là. Les liens de confiance, parce que le lien de confiance que tu mets avec eux, c'est ta vie. Mhm. C'est pas, OK, le lien de confiance, c'est une game de hockey puis on va gagner un trophée. Non, là, c'est ta vie. Y a-tu quoi plus précieux que la vie? Rien. Fait que le lien de confiance, ça apporte, là, c'est assez incroyable, là, qu'est-ce que ça peut donner. Ta carrière a duré combien d'années dans l'armée? 24 ans. 24 ans. Quand je calcule mon temps de réserve et mon temps de régulière. Tu es sorti à quel âge et en quel an? Je suis sorti à 2015 à 40 ans. Okay. Après combien de missions? J'ai 4 missions. J'ai 2 fois la Bosnie, 2 fois l'Afghanistan. Est-ce qu'en 2015, quand tu sors de l'armée, d'abord, est-ce qu'on sort de l'armée parce que c'est l'âge, on est rendu trop vieux, on est rendu inapte à faire certaines choses? Est-ce que c'est la santé qui fait en sorte qu'à un moment donné, on va prendre notre retraite? Est-ce que c'est une retraite forcée? Est-ce que c'est une retraite volontaire? J'aimerais comprendre comment tout ça se passe, se retirer des forces. Moi, dans mon cas, c'est une retraite forcée. Le pourquoi de la cause, après ma 4e mission en 2012, j'ai des problèmes d'épaule, puis c'est dur. Je rencontre les autorités médicales, on fait des tests, blablabla. Là, on me dit, OK, là, il faut t'opérer dans l'épaule gauche, dans l'épaule droite, parce que j'ai de quoi d'assez sérieux, j'ai des portions qui sont déchirées à l'intérieur des épaules, fait que j'ai plus de stabilité musculo-leptique dans la gauche et dans la droite. Quand on va t'opérer, arrive en même temps, à la base de Valcartier, dans les forces canadiennes, les coupures. Coupure de budget. La base de Valcartier, qui a un hôpital avec des salles de chirurgie, tout est coupé. Là, on me dit, OK, bon, là, on ne pourra pas t'opérer, on va t'envoyer à un hôpital civil, on va faire des contrats en ville pour pouvoir t'opérer. Fait qu'on va se faire des ententes avec des autorités civiles, des hôpitaux, puis avec des médecins. Fait que là, le temps que les contrats se fassent, puis que les ententes se fassent, là, ça étire, puis ça étire. À un moment donné, quand t'es blessé, on appelle ça être déclassé médical. C'est que tu peux pas progresser au niveau des rangs. Fait que là, t'es comme, tu marques le pas. T'attends, là, il faut que ça se règle. Là, ça fait 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Tu dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, là, je suis comme barré, je peux pas progresser en rang, je peux pas atteindre des objectifs de carrière, je peux pas progresser dans la carrière. Ça devient dur un petit peu sur le moral. Là, tu essaies de trouver des alternatives. Bon, j'ai dit, regardez, moi, il me reste au moins 15 ans à travailler. Je suis capable de vous donner encore 15 ans de ma vie. J'ai un bon potentiel. Je peux aller plus loin. J'ai 15 ans de ma vie, vous m'avez formé, ça vous a coûté beaucoup de sous pour me former, parce que ça coûte cher de former un soldat. Je suis à maturité, je suis capable de diriger des gens, je suis capable de diriger des shops.
J'étais à l'avant-dernier step au niveau des rangs. Je me dis, tabarnouche. Puis là, tu t'aperçois que le système est très pesant. Très, 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 très pesant pour pouvoir faire avancer les choses. Après 3 ans, à un moment donné, je m'attends. J'ai dit, je vous donne 2 options. Soit que vous m'envoyez au civil, faire opérer dans un hôpital au privé, ou soit que vous me mettez en dehors de l'armée, puis je vais faire d'autres choses de ma vie. OK. Là, à un moment donné, c'est... Fait que ça, c'est en 2015. Oui, puis c'est dur pour un soldat qui s'entraîne. Tu es tout le temps en forme, que là, tu marques le pas, tu n'avances pas. Ça devient dur. Tu peux pas aller à la mission, tu peux pas aller en exercice. Tu es comme catégorisé, que là, tu ne sers comme plus à rien. Tu ramasses ton chèque, tu fais le minimum. C'est pas gratifiant. Mais là, à cette époque-là, on parle d'une blessure physique. Physique. Est-ce qu'il est question de blessure psychologique, de choc À post-traumatique? cette époque-là, je le sais pas. OK. Je le sais pas. La grosse mission qui était rough, c'est la mission de 2007. La mission de combat en 2007. C'est cette mission-là qui a fait que ça a déclenché des choses. Mais tu t'en rends pas compte. Donc, ça prend un certain temps avant que ces images-là viennent provoquer Oui, une réaction. C'est nouveau un petit peu. Parce que le Canada n'avait jamais été en mission de combat depuis la guerre de Corée. Là, tu sais, les premières missions en Afghanistan, c'est là que ça a commencé à brasser, 2004, 2005, 2006, 2007. Il y a des morts, il y a des gens qui se font... Tu sais, si on revient en arrière, là, c'était assez rough, là. C'est vraiment des missions de combat, c'est que les gars d'infanterie partent, les gars des blindés, ça va à la guerre en avant, ça va au front, ça va à la chasse aux talibans. Il y a des explosions, il y a des véhicules qui sautent parce qu'ils pilent sur des mines cachées, des engins explosifs. C'était des grosses missions rough. Puis le système militaire était comme pas prêt, puis il avait pas l'expérience du terrain, qu'est-ce qui se passait, puis quand les gens revenaient, comment ça fonctionnait. T'sais, on était dans tout début, là. OK. Donc, si on revient en arrière, 2007, tu associes probablement cette mission-là, 2007, les stress que tu as vécu. Tout vient de là. Et tout ça a ressorti plusieurs années plus tard. Plusieurs années plus tard, on a réussi à mettre le doigt sur ça. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je suis sorti en 2015, j'ai commencé à travailler au niveau civil. Puis là, tu deviens... Premièrement, quand tu pars du militaire au niveau civil, c'est un choc. C'est pas un choc post-traumatique, Ouais. mais c'est 2 mondes. Parce que tu es dans un environnement encadré, tu arrives au niveau civil, tu penses que ça va être pareil. C'est pas pareil. Au niveau militaire, beaucoup de leadership, beaucoup de gens qui prennent des initiatives. Au niveau civil, c'est carrément... C'est un autre monde. Fait que l'adaptation au niveau civil fait que c'est pas facile. Fait que de 2015 à 2019, je travaille au niveau civil. Puis là, je m'aperçois que c'est des affaires qui ne fonctionnent plus. De la misère à dormir. Je m'endure pas. Je suis pas capable d'endurer le monde. Beaucoup d'irritabilité qui fait que là, ça fonctionne plus. Fait que je commence à consulter la clinique de TSO. OK. Sur Lormière à Québec, une clinique spécialisée pour les anciens combattants. Je rencontre un psychologue, une psychiatre. Là, commence les rencontres. Mais c'est encore embryonnaire un petit peu de se laisser aller. C'est parce que le militaire dit je suis fort, je suis capable, puis c'est pas moi ça. Puis j'ai pas ça. Tu sais, le militaire veut jamais se mettre un genou à terre. Puis de se mettre un genou à terre, c'est un signe de faiblesse? Un gars de l'armée, c'est rough, c'est tough. Ça pleure pas, ça démontre là, le rough and tough, comme on dit. Mais à un moment donné, tu parles, tu essaies, il te pose des questions. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Puis, moi, j'avais jamais consulté psychiatre, j'avais jamais consulté de psychologue. Là, faut que tu trouves. Mais là, tu as vécu des affaires, mais là, tu veux compter. Il te pose des questions sur tes souvenirs.
tu veux pas trop élaborer. C'est dur d'élaborer avec des gens qui n'ont pas vécu ça. C'est correct, c'est des professionnels de la santé, mais on a moins de misère entre vétérans de se compter des choses parce qu'on se comprend. Puis des fois, on n'a même pas besoin de se parler, puis on se comprend. Puis avec les gens civils, c'est différent. C'est différent. C'est totalement différent. Est-ce que les souvenirs, tu as des flashs de souvenirs, des cauchemars? Est-ce que c'est-tu des éléments qui, encore aujourd'hui, sont présents? Aujourd'hui, c'est beaucoup passé. Le pourquoi de la cause, à partir de 2009, oui, j'ai rencontré des psychologues à la clinique TSO. J'ai lâché mon psychologue, j'en ai rencontré un autre dans une clinique privée. Toujours avec les anciens combattants qui donnent des services incroyables. Incroyables. Quand tu as besoin de services, tu as besoin d'aide, ils sont là. Mais il faut faire le pas dans cette direction-là pour avoir l'aide. Mais un coup que tu as l'aide, ils sont géniaux. Fait que de 2019 à, mettons, février 2025, j'ai rencontré un psychologue une fois par semaine pendant peut-être 45 semaines par année. Tout ça, là, tu es vétéran, mais tu as droit encore à des services. J'ai droit au service le reste de la vie. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai rencontré mon psychologue, j'ai rencontré toujours la psychiatre. Le psychologue nous aide beaucoup à faire l'exposure, à nous sortir les images. Parce que, comme il m'expliquait, il dit, ton cerveau, il est emmagasiné. Mais à un moment donné, ton cerveau, le disque dur devient plein. Là, il te fait parler, il te fait raconter les histoires, qu'est-ce que tu as vécu pour pouvoir effacer ça puis mettre ça de côté. Est-ce que ça se peut que l'élément déclencheur, outre ce que tu as vécu en 2007, c'est le fait d'avoir quitté ce milieu? Parce que tantôt, tu disais que ce que tu as trouvé difficile, c'est aussi le retour à la vie civile. Ouais. Ça a été un choc. Est-ce que ça peut être à quelque part un élément qui est venu enclencher le processus? Je ne suis pas un spécialiste, là, mais est-ce que ma question, c'est est-ce que si tu étais resté dans l'armée plus longtemps, est-ce que tu penses que ça aurait été juste retardé, ce déclenchement-là? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis oui, le transfert à la vie civile a sûrement affecté quelque chose parce que je me ramassais à faire de la supervision de des gens qui étaient employés syndiqués. C'est totalement l'inverse d'un gars de l'armée qui travaille en équipe. Puis là, tu supervises des gens qui travaillent beaucoup avec la convention collective. Moi, on travaille ensemble, on attache une boîte de bois, tu passes la strap en dessous, je te la redonne. Là, s'il n'y en a pas question, il me garoche un grief. Quoi, tu veux juste pogner la strap et te la redonner. Fait que ça a fait que ça a déclenché que tu n'es pas vraiment... Tu n'es plus en travail d'équipe. D'après moi, c'est avec le temps. C'est un choc. Puis d'essayer de comprendre ça, moi, c'est inimaginable pour moi. On travaille ensemble. OK, je supervise, fine, c'est pas grave, mais on travaille ensemble. Mais là, il fallait que j'apprenne que je te volais de l'ouvrage parce que je ramassais la strap et je la passais. Parce qu'au lieu que c'est toi qui viennes de mon côté, qui apprenne que la passe par-dessus la caisse. C'est complètement ridicule. Fait que ça a fait, c'est sûr que ça a déclenché. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que tu considères que c'est plus difficile vivre dans l'armée ou vivre avec tout ce que tu as vécu ou vivre les 10 dernières années avec ce que tu viens de me raconter là? Lequel a été le plus difficile? Est-ce que tu es capable de le pondérer? Tu sais, je vais te dire, comme j'expliquais à mon psychologue, je suis pas le même fuseau horaire que personne. Les vétérans, on est sous notre propre fuseau horaire. On est comme dans un monde parallèle à la société. On suit la société, mais on n'est pas sur le même fuseau horaire. Ça, c'est dur à expliquer, puis c'est dur à comprendre à moi de l'avoir vécu. Si tu n'as pas vécu, c'est quoi être sur un autre fuseau horaire dans un monde parallèle, tu peux pas le comprendre. Puis j'expliquais ça à ma psychiatre qu'à mon psychologue. Ça a été long avant qu'ils comprennent que quand on va dans un endroit public, il y a les gens de la société, puis il y a nous qui vivons autrement.
On est tout le temps en alerte, on regarde, on était programmés. Mhm. Je te donne un exemple. Toi puis moi, on va au festival d'été, ensemble. On va voir un spectacle. OK, le show va être en avant. Pour se rendre et pour sortir, on n'a pas toute la même vibe. On n'a pas tout le même rythme cardiaque pour se rendre puis pour revenir. Puis même durant le show, on n'aura pas le même show ensemble. T'es en hyper-vigilance Tout le temps. constamment. Là. Tout le temps. Puis ça, c'est... Je pensais que ça serait déprogrammable. C'est comme impossible à déprogrammer. Ça doit être lourd, ça doit être fatigant de toujours... C'est brûlant. Ouais. C'est un combat de tous les jours, l'hypervigilance. Puis c'est pas facile. Dans la société qu'on vit, qui est un monde extrêmement rapide, Mm. tu te promènes en auto, t'es tout le temps sur tes aguets, même si tu dis, ah, il se passe rien. Il n'y a rien qui va faire qu'il va arriver quelque chose, mais t'es en auto, je trouve que les gens conduisent mal. Les gens, c'est je, me, moi, me, myself, and I. Les gens se foutent qu'est-ce qui se passe autour. Les gens se foutent des règlements. Puis, t'as tout le temps peur qu'il va arriver quelque chose où tu dis, hey, il va arriver ça, check lui. Tu brûles beaucoup d'énergie. Dans tes frères d'armes, comme tu les nommes, dans tes collègues, confrères, consoeurs de l'armée, des vétérans, est-ce qu'il y a des études, des pourcentages qui démontrent tel pourcentage des gens qui sortent de l'armée ont un PTSD? As-tu une idée? J'ai aucune idée. Si je regarde au niveau des connaissances que j'ai autour de moi, ceux qu'on est allé en mission, on est une gang qui a beaucoup de misère. À différents niveaux. À différents niveaux. Il y a différents degrés. À degrés. Je peux pas dire que mon degré équivaut à un gars d'infanterie qui est allé au front, qui a eu telle chose qui lui est arrivée par rapport aux miennes, mais c'est totalement différent. Les gars d'infanterie voient des affaires peut-être plus rough que nous, mais quand les véhicules reviennent, les véhicules, il faut les vider. Les véhicules, ils sont pas le fun. Il y a eu du sang dedans, il y a des morceaux. C'est pas agréable, il y a une odeur. Qu'est-ce que le fantassin, la personne de combat veut en avant? Je suis content de ne pas l'avoir vécu. Parce que ces gars-là sont affectés. Hein. Ces gars-là perdaient un frère d'armes qui est arrivé une balle autour de eux. Bon, on faisait la cérémonie de rampe, on renvoyait le soldat selon les normes établies avec les drapeaux au Canada. Mais écoute, que la personne est rapatriée, ben ça gagne, c'est encore en mission. Ça gagne, elle repart en avant au front. C'était pas facile. Tu sais, nous, comme métier de support, ben ces gens-là, on les côtoie. T'es sur une base, nous, on faisait l'entretien des véhicules. Fait que j'avais des gens que je supervisais, des mécaniciens, si on peut dire, avec moi. Puis les véhicules partaient, revenaient, puis quand les véhicules revenaient, il fallait réparer ou il fallait entretenir parce qu'on ne veut pas qu'il leur arrive rien à ces gars-là. Mm. On les connaissait pas tous personnellement, mais on se connaît tous assez qu'on ne veut pas qu'il leur arrive rien. Vous portez le même uniforme. Oui. Vous êtes une équipe. On a le même drapeau. Comme C'est tu une disais équipe. tantôt. Quand ces gens-là, ces gens-là nous font confiance pour qu'on mette le véhicule de top shape pour qu'ils peuvent faire leur mission. Mais s'ils brisent, moi, il faut que j'envoie mes hommes chercher le véhicule. Puis j'envoie pas juste un véhicule. Ça va prendre des escortes qui vont aller chercher le véhicule pour le ramener. Fait que, tout l'effort qu'on fait, c'est un effort de gang. Peu importe la fonction, le métier, tout le monde est dans le même bateau. Même bateau. Un métier de support est aussi important qu'un métier de combat. Parce que tu as besoin de 3 métiers de support pour supporter ton fantassin en avant. Le fantassin, il a besoin de mécanicien, il a besoin d'armurier, il a besoin de bouffe. Mais c'est tous des métiers de support en arrière qui vont supporter le métier de combat en avant. Tu mentionnais tantôt que la plupart de tes frères d'armes, ta garde rapprochée avec lesquels tu as, sont à peu près tous impactés par le PTSD à différents niveaux. Vous êtes soutenu par l'armée, vous êtes pris en charge. Quand tu sors, c'est les anciens combattants. OK. C'est le système des anciens combattants qui nous supporte là-dedans. OK.
Mais vous êtes pris en charge encore, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à la fin de ton histoire. Tu es évalué. Tu as des évaluations, puis eux sont capables d'évaluer. Les professionnels de la santé vont t'évaluer sur quel niveau que tu as un post-traumatique. Puis tu es classé, si tu veux, là, pour tel niveau. Là. Donc, mon point avec tes frères d'armes, vous parlez, vous avez des activités. Est-ce que ça vous fait du bien de vous replonger? Mon point est de toujours ressasser des souvenirs, certains souvenirs. Est-ce que le fait que vous vous côtoyez puis que, veux pas, vous vous rappelez ces histoires? On se rappelle pas les mauvaises histoires. OK. On se rappelle pas, on se rappelle les coups qu'on s'est fait entre nous autres. OK. Le positif. Le positif. Le négatif, avec le temps, tu l'as sorti, tu l'as effacé. Tu me demanderais de te raconter en détail, c'est comme effacé. OK. Peut-être que ça a été tellement profond, les détails que j'étais capable de raconter, que là, tu me demanderais, OK, telle situation, tu es capable de me rentrer dans les détails. Ça a comme été tassé du disque dur. Mais je suis capable de t'en rencontrer pareil, là, des détails. À partir du moment où tu es pris en charge par le corps médical pour la question de PTSD, est-ce que rapidement, tu prends de la médication? Est-ce que ça fait partie? C'est pas facile de trouver la bonne recette de gâteau. Ça prend les bonnes molécules, c'est des essais-erreurs. Tu essaies de quoi? OK, ça fait un temps, c'est-tu bon? Tu rencontres la psychiatre. Moi, il est arrivé telle chose, ça ne fit pas trop, OK. Mais c'est parce que les médications, c'est comme une dose. Après ça, il faut comme tu baisses ta dose pour devenir normal, puis après ça, on change de molécule. Puis là, tu augmentes. Fait que tu sais, c'est comme un... Moi, je peux t'expliquer ça. C'est comme un sevrage. Tu montes, tu essayes, ça ne fonctionne pas, tu retombes en sevrage, puis là, tu remontes. Fait que c'est pas facile de trouver. Ça prend plusieurs années de trouver une bonne dose. Et aujourd'hui, est-ce que tu considères que la médication fait en sorte que tu es pratiquement redevenu le Martin de l'époque? Ou tu sens encore qu'il y a un... Je serai jamais le Martin de l'époque, c'est impossible. Probablement, j'ai évolué, mais ton corps évolue aussi différemment. L'irritabilité, c'est assez incroyable. Même si on essaie de médicamenter ça, c'est pas facile à gérer, l'irritabilité. C'est rough. Tu as une femme, tu as des enfants. D'un point de vue famille, est-ce que c'est difficile pour eux aussi, cette fameuse irritabilité-là? Ça a été payé. Probablement, j'ai une femme extraordinaire, là. On est ensemble depuis 97. Oui, elle m'a vu évoluer là-dedans. C'est pas facile. Là. Être femme de militaire, là, c'est dans tous mes amis, on n'est pas beaucoup qu'on est encore avec la même. Vraiment pas beaucoup. 2, 3 couples qui, depuis 97 qui étaient ensemble. Les autres, ça s'est tout séparé. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. La vie de famille, c'est pas facile. Tu pars en mission, tu vis ta vie, eux vivent leur vie en arrière. La madame s'occupe des enfants, va à l'école, fait ses affaires. Tu chemines parallèlement. Tu es au même point, là, on prend 2 chemins séparés. Puis quand on revient après 7, 8, 9, 10 mois, on retombe sur le même chemin. Tu peux pas rattraper les 6-7 derniers mois. C'est impossible. Tu repars ta relation là où tu es rendu. Exactement. Là, toi, tu as vécu des choses, elle a vécu des choses. Avant la mission, tu t'occupais de telle affaire. Là, la madame a pris le take-over. Quand tu reviens, ben, tu essaies de reprendre tes affaires, mais ça marche pas. Là. C'est comme de se réapproprier. Réapproprier. Pas, non. C'est comme se réentendre ensemble. T'sais, on se réapprivoiser. OK. Réapprivoiser la famille, réapprivoiser les enfants, la relation, pour embarquer sur le même chemin. Puis c'est pas facile.
Et bravo à vous deux. Puis j'inclus les enfants aussi, la famille. Oui, ils ont tout le temps été là pour moi, mais ma femme est extraordinaire, là. Je suis pas sûr qu'on inversait les rôles, que moi, j'aurais été capable de tout subir, pas subir, mais tout encaisser les coups, pas facile. Tu sais, t'en reviens, là, tu chiales. Tu sais, t'as vécu des affaires avec des gens qui ont pas grand-chose dans la vie. On revient ici, au pays, tout est gratuit. Mhm. Tu vas à l'épicerie, tout est là. Et on est élevé dans la ouate totale. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Ouais. Quand tu vois la misère humaine, c'est autant qu'on a vu en Bosnie que c'était des génocides, que l'Afghanistan, que c'est des villages qui se font contrôler par des talibans, que les gens ne peuvent pas aller à l'école, les petites filles. Là, tu reviens ici, tu es au Québec, tu es au Canada. Là, tu entends le monde chialer, tu aurais juste le goût des brasser, puis Chris, réveillez-vous, là. Parce qu'ici, on est bien. Vous êtes élevé dans la ouate chauffante même, au soleil, vous tempérez votre température. Fait que c'est dur de revenir dans la civilisation au pays. Parce que c'est ça, je te dis, on tombe dans un monde parallèle. Les gens suivent leur route, tu essaies de suivre les routes, puis c'est impossible d'être ça même qu'eux autres. Tu aurais juste le goût des brasser. Non, j'apprends beaucoup de choses de cet univers-là. Un univers que je connais très peu, comme la plupart des gens, probablement. Comme tu dis, il y a juste des personnes qui l'ont vécu, qui peuvent comprendre. Alors ça, pour moi, c'est... Mais ma question est, est-ce que dans l'entourage, dans ton entourage, les gens que tu rencontres, il y a, par rapport au PTSD, des préjugés, des idées préconçues ou... Non, parce que, comme je t'explique, c'est un petit peu la raison de ma venue. Les gens connaissent pas, ils entendent un petit peu à la TV, mais les gens connaissent pas c'est quoi. Puis, ça nous tente pas de nous ouvrir aux gens autour de nous. Tu sais, des fois, ma famille, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vécu? Le compte des histoires, le compte, qu'est-ce que tu veux bien lui raconter? Tu sais, même quand on a rencontré, même quand j'ai rencontré mon psychologue, il est excellent, mais ça reste que il n'a pas vécu sur le terrain. Fait que, tu sais, il me dit qu'il comprend. Fine, oui, mais tu comprends pas tout. Parce que tu l'as pas vécu. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand on se ramasse entre personnes, entre frères d'armes, des fois, tu n'as même pas besoin de parler. On se parle, on se regarde. Il arrive une situation autour de nous autres, on veut juste se regarder. On a tout compris. Tout compris. Même si les professionnels de la santé sont excellents, ils vont chercher beaucoup pas le formation, mais tu sais, leurs expériences avec qu'est-ce que le patient lui raconte, parce qu'ils ne l'ont pas vécu sur le terrain. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas c'est quoi. Tu sais, on était petits, nos parents disaient « Mets-toi pas la main sur le poêle, tu vas te brûler. Tant que tu t'es pas mis la main sur le poêle, tu ne sais pas c'est quoi. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Aujourd'hui, quand tu fais tes journées, tu fais tes semaines, tu fais tes mois, tes années, qu'est-ce qui t'aide à passer au travers? Est-ce que tu as besoin d'avoir une certaine routine? Parce que dans l'armée, vous êtes drillé, vous êtes au quart de tour, faire le lit le matin, vous lever, pas lire les... Là, je dis n'importe quoi. C'est la discipline, mais c'est important d'avoir le cerveau occupé. Parce que je regarde les gens, les confrères, il y en a qui font pas grand-chose de leur journée. Tu sais, à un moment donné, c'est correct, là. Tu fais ton temps, là, tu relaxes, puis... Mais si ton cerveau n'est pas occupé, à un moment donné, tu tombes du côté noir. Si tu as le temps de penser, si tu as trop de temps à penser, c'est là que ça va pas bien. C'est là que ça va pas bien. Puis c'est là que, il y en a qui tombent dans la bouteille, il y en a qui tombent dans d'autres choses. Puis là, des fois, t'es éloigné un petit peu. T'as pas trop d'amis. C'est important de s'occuper, d'avoir des projets.
Moi, j'aime bien la réno. Fait que, je me fais des projets de réno. Si t'achètes un chalet, on rénove. Ça garde le cerveau occupé. Faut que tu penses. Quand tu penses pas, C'est là que ça se compte. c'est là que ça se complique. Puis même, quand je fais les rénos, je pense à un paquet d'affaires. Parce que souvent, je vais faire les rénos tout seul. Ça devient rough parce que là, tu tombes dans tes pensées. Quand tu tombes dans tes pensées, ça fait mal. C'est là que les bébites sortent. Si tu pouvais revenir dans le passé, là, le Martin, à l'âge de 13 ans, qui était dans les cadets, puis qui rêvait à une vie peut-être dans ce milieu-là. Si tu remontais aussi loin qu'à cette période-là, est-ce que tu aurais des conseils à lui dire? Est-ce que tu lui dirais vas-y pas ou vas-y? Qu'est-ce que tu lui dirais? Go ahead, man. Go. J'ai adoré mon parcours militaire. Tu me disais, t'en retournerais-tu en Afghanistan demain matin? Demain matin. Pourquoi? Parce que tu es au pic de ta vie. Tu es entraîné, tu es en shape, tu es au maximum. La plus belle exemple, c'est un athlète olympique qui s'entraîne. Pouf, il est capable de faire la coupure et ça va aux Olympiques. Les Olympiques, c'est la mission. Tu vas en mission. Tout ce que tu as fait de ton entraînement, tu le mets en pratique, live. Tu le mets pas juste tu le mets pas juste en essai pour le fun. C'est de la vraie munition, c'est des vraies balles. C'est pas des paf-paf. Tu t'es entraîné pour ça. C'est correct. Puis je retournerai le même matin. Le cliquement des yeux, puis tu vas me dire pourquoi? En mission, tu vis sur l'adrénaline. L'adrénaline, c'est incroyable. Puis, qu'est-ce que ton parcours t'a appris sur toi-même que tu savais pas à l'époque, mais y a-tu quelque chose qui dit, Colin, je me connaissais pas de cette façon-là, puis j'ai appris ça sur moi pendant toutes ces années-là? J'ai tout été un gars peace, un gars tranquille. J'étais un clown. Hein? J'ai tout été rassembleur de la gang. Tu sors par la suite, ça devient plus rough. Mais j'essaie pareil de... Mais j'ai tout aimé rassembler les gens autour de moi. Fait que ça t'a confirmé ça dans ton parcours. Ouais. Ça a été une... Ouais. Totalement. Puis j'ai tout le temps donné le maximum que ce que je pouvais donner. J'ai jamais rien fait à moitié. Puis encore aujourd'hui, je fais jamais rien à moitié. Je m'investis. Mais est-ce que tu penses que c'est à cause de ton parcours militaire que tu es devenu comme ça ou tu l'étais déjà malgré tout? D'après moi, ça s'est développé. Puis l'armée t'apprend à te développer, t'apprends à devenir un leader, t'apprends à foncer en avant, d'emmener les gens avec toi. Puis ça, t'apprends pas ça au niveau civil. De leader les troupes. Tu sais, être un gestionnaire, tu peux être un excellent gestionnaire, mais tu peux être pourri pour faire la gestion de ton personnel. Puis faire la gestion de personnel, c'est pas donné à tout le monde. Apprendre à gérer du personnel, c'est pas donné à tout le monde. Parce que tu fais la gestion de différents types de personnes, différents caractères. Les gens ont tous les différents problèmes. Mais ça a été confirmé dans l'armée. Aujourd'hui, c'est quoi qui t'aide le plus à continuer à avancer dans la vie? Ma femme, mes enfants. Je n'ai vécu que pour eux. Autant qu'eux ont vécu pour moi, que là, je fais tout pour eux. Puis c'est pas tout le temps évident. Tu es une minorité qui est encore en couple, comme Ouais. tu disais tantôt. Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te fait mal de voir que tes frères d'armes, tes amis, tes proches ont pas cette chance-là? Parce que probablement que tu te considères comme étant un privilégié, un choyé. Est-ce qu'on peut dire ça? Totalement. C'est comme si j'avais gagné les 70 millions à l'Automax. Hein. J'ai une femme, j'ai 2 enfants en santé, une femme merveilleuse. Mais les gens prennent leurs décisions autour d'eux autres. Si j'ai décidé de quitter, si on décide de séparer 2 personnes, c'est parce qu'il y avait eu raison. Tu sais,
C'est apprendre à vivre avec des combats familiales aussi. C'est pas tout le temps facile. Des hauts, des bas. Si t'es boqué, tu mets pas de l'eau dans ton vin d'abord puis de l'autre, tu penses que t'as raison, mais des fois, t'es carrément dans le champ gauche avec les vaches, là. Fait que, tu sais, faut apprendre à dialoguer. Mais je suis chanceux. Il y a personne qui a une chance comme moi, là. Il y a pas personne, là. J'ai rien qui peut m'enlever ça, là. Moi, je connais pas cet univers-là. Je ne le maîtrise pas. Donc, pour moi, c'est vu... Ça, c'est comme si c'était dans un film. C'est comme si j'écoutais Forrest Gump. Ouais. Puis, mes Écoute, référents sont là. La plus belle référence, sauver celle de Ryan, un petit peu, qui est vraiment live. La série Ben of Brother, c'est pas mal le top. Forrest Gump, ça, c'est trop... mais c'est sa relation qu'il a développée avec Booba, puis avec son général, comment il s'appelait? Celui qui s'est fait amputer. Lieutenant Dan. Lieutenant Dan. Ouais. Tu sais, ça demeure, Oui, mais ça, tu n'as un frère d'armes. C'est ça, un lien. Parce qu'il fait n'importe quoi pour lui. Écoute. Et il a fait n'importe quoi. Pose-moi la question, qu'est-ce que je ferais pour un frère d'armes? Il va m'appeler dans la nuit, peu importe où ce qu'il est. Il a besoin d'aide, je vais y aller. Qu'il soit à Québec, qu'il soit à Montréal, qu'il soit ailleurs. S'il appelle, c'est pas pour rien. Peu importe lequel que tu vas appeler, il va être là pour toi. Puis ça, au monde civil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas aussi fort, à tout le moins. Pas aussi fort que ça. Pas aussi fort que ça. Vraiment pas. Fait que c'est des bonnes valeurs. C'est des bonnes valeurs. Tout ce que vous avez appris dans... Ah, totalement. Totalement. C'est pas de quoi que tu vas apprendre, c'est pas de quoi que tu vas développer au civil. Parce que t'es pas dans les mêmes situations. Ils te mettent pas dans ces situations-là. T'auras jamais ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on est rendu dans un monde parallèle. On suit la société, mais t'es pas sur le même fuseau horaire que la société. Vraiment pas. Puis c'est dur, ça. C'est crissement dur. La société, le monde, c'est se calisse de tout. Le monde se sac des gens autour d'eux autres. Les gens ne suivent pas les règles. Il y a des règles établies pour raison X, Y, Z. Les gens s'en calissent. Puis ça, c'est pas facile. Parce que nous autres, on a appris à suivre les règles. Les règles ont été établies pour telle raison. Suis-les. Mm-hmm. Même si tu es en désaccord ou tu peux être en désaccord. Tu penses qu'ils n'ont pas raison, mais la règle, elle a été établie. Puis, c'est pas juste une personne qui a pensé à la règle. C'est beaucoup de personnes qui sont assises, puis OK, on met cette règle-là. Puis, elle a été établie pour telle raison. Suis-la la règle. Je te donne un exemple. Tu embarques dans du trafic, tu fais le line-up. Tu sais, tu as une grande lignée d'auto pour prendre la sortie. Pourquoi qu'il y en a un qui arrive à la dernière minute, qui décide qu'il dépasse tout le monde, puis là, à la fin, il essaye de rentrer. Je deviens sans connaître, je deviens sans génie. Ça vient me chercher, là. Hein? C'est incroyable, ça. C'est une niaiserie qu'il faut laisser passer pis tout. Mais est-ce que tu penses que le fait d'être PTSD, peu importe le niveau, fait en sorte que c'est amplifié, cette... C'est sûr. OK. Quelqu'un qui ne respecte pas la règle, c'est une petite niaiserie, fait que... OK. Écoute, j'ai eu des situations l'année passée, puis je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais quand tu dis que les fils se touchent, puis que tu vois plus rien autour de toi... Comment tu fais pour te ramener? Est-ce que tu peux te ramener toi-même? À un moment donné, tu te ramènes après combien de secondes, je ne sais pas. Tu sais, je me disais, comment que quelqu'un peut perdre la notion du temps de même? Ah oui. Ah! Ça m'a comme fait penser, tu sais, quelqu'un qui assassine quelqu'un,
Hey, j'ai perdu la carte et je me souviens plus. Ben, ça m'est arrivé dans ma fête. Je n'ai pas assassiné personne, mais j'ai eu une prise de bec avec quelqu'un, puis il y a des bouts que je me souviens pas. Ça n'a pas duré longtemps, mais les fils se sont touchés, puis c'est 2-3 petites affaires qui ont fait que ça a amené à... Puis là, les fils se sont touchés. Fait que cette irritabilité-là, t'en es conscient. C'est un combat de tous les jours. OK. De tous les jours. Puis qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de contrôler ça? Faut que tu te parles. Il n'y a aucune médication qui va régler ça. Non. Faut que tu te parles. Ton entourage t'aide aussi là-dedans, j'imagine? C'est plus un combat personnel. Parce que tu vis la situation. Tu sais, je te parlais tantôt, tu suis un... Tu fais le line-up pour embarquer sur une bretelle d'autoroute, puis non, qu'à la fin, ça fait 5 minutes que tu es cul à cul, ben là, il y en a un que lui, il décide que tout le monde, puis il veut. Tu aurais juste le goût de le rentrer et puis de le crisser dans le décor. Je te donne un exemple. Tu vas au Costco. Les paniers sont gros. Il y a beaucoup de monde. Quand tu parles avec quelqu'un, tu peux-tu tasser ton panier? Parce qu'il y a d'autres gens autour de toi. Ouais. Non, mais ça, François, là, Ouais. j'aurais juste le goût de pogner le monde et de les shaker. Voyons! Vous n'êtes pas tout seul autour de vous autres, là. Tu parles à quelqu'un d'impatient, Martin. Là. Fait que j'ai pas été dans l'armée, mais j'ai ce côté-là, impatient, irritabilité pour certaines choses, dont celle-là. T'arrives au Costco. Au Costco, Ça, c'est peut-être gars, ça. Non, mais attends un petit peu. T'arrives au Costco, là, la première fois qu'ils te demandent, c'est quoi? Ta carte. Ta carte. Tu sais que tu vas rentrer, il va te demander ta carte. Tu peux te réveiller puis te préparer pour pas que, en arrière, les gens qui sont là avec le panier, là, qui veulent rentrer, là, tu peux te préparer ta carte au lieu de fouiller dans ta sacoche. Hein? C'est vrai, faut que je sorte ma carte. Tu comprends-tu? Ça, faut que tu te parles. Parce que t'aurais juste le goût de rentrer dans le panier. Fait que ça doit être ton combat de tous les jours. À ma question de tantôt, Hey, je pense qu'on a la réponse. C'est un combat. C'est un combat quotidien, puis ça brûle. Ça brûle de l'énergie. Ça revient encore au Costco, à un moment donné, tu te promènes, puis là, le panier reste là, mais là, la madame est ailleurs. Je prends le panier, puis je m'en vais avec. Non, mais à un moment donné, il faut... Non, mais c'est une façon de décompresser la situation un peu. Puis, totalement. je trouve ça sympathique. Totalement. Tu me donnes des trucs, là. Mais c'est un combat de tous les jours. Puis c'est quoi? Tu perds beaucoup d'énergie. Tu perds de l'énergie incroyable à essayer de te contrôler. Contrôler, c'est pas facile. Puis des fois, la marmite, le piton lève, puis c'est avec les enfants, quelquefois, tu sais, j'ai pogné les nerfs, puis là, tu files mal après, là. Des niaiseries que... T'es humain. T'es humain après tout. Mais... On est tous humains, puis on a nos moments de faiblesse, nos moments de stress peut-être un peu trop intense, puis qu'on a de la misère à contrôler. Mais t'en es conscient. Oui. T'en es conscient. Oui. Mais t'as encore du soutien pour ça. Oui, mais ça reste que c'est un combat quotidien. Peu importe la situation dans ta journée, c'est un combat. Ouais. Tu sais, t'arrives le soir, il est 7 heures, t'es brûlé, tu irais te coucher. Et si tu vas te coucher, oublie ça, à 2 heures du matin, t'es réveillé. Ta nuit est faite. C'est dur de garder un... On parle de PTSD, mais PTSD n'appartient pas uniquement au monde militaire. Non, non, loin de là. PTSD, les ambulanciers, les policiers. Tout le monde. Ou n'importe quoi, je suis moi témoin d'un événement. Un événement traumatique. Exactement. Donc, les chocs, on voit qu'il y en a peut-être, toute proportion gardée, peut-être davantage, parce que vous avez été confronté à des choses, vous avez vu des choses, entendu, vous avez... mais c'est pas unique. C'est pas unique. Puis n'importe qui nous écoute aujourd'hui peut éventuellement avoir, à moindre niveau, avoir... c'est pas dit que t'es là. Niveau 1, 2, 3. Mais ce que Martin Boissonneau veut dire à ces gens-là, parce que le temps avance dans notre rencontre, on pourrait parler encore des heures et des heures, mais qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ça, cet univers-là du PTSD, le titre,
qui t'a été conféré? Parce que souvent, les gens sont C'est un associés... diagnostic. Oui, exact, mais tu es associé à PTSD, post-traumatique. C'est comme quelqu'un qui est associé à un cancer. Voilà. C'est de ne pas juger la personne parce que tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, la personne. Tu sais pas par où ce qu'elle a passé. Tu sais pas les émotions qu'elle a vécues. T'es qui pour juger de cette personne-là? T'es qui? À moins d'être un professionnel qui peut apporter un diagnostic selon tel critère, il n'y a pas personne qui peut juger que toi, t'es un esti bullshit, toi, t'es pas vrai, t'es un PS. T'es qui, toi, pour dire ça? Tu sais pas qu'est-ce que la personne a vécu. Tu sais pas comment elle l'a vécu. Tu sais pas c'était quoi les circonstances des événements qui sont arrivés à... Il n'y a pas personne, à moins, comme je dis, à moins d'être un professionnel, pour être capable de dire, OK, cette personne-là est atteinte de... Comme un médecin va dire, tu es atteint d'un cancer pour telle raison. Mm. Tu sais, un PTSD, c'est pas écrit dans ton front, c'est pas écrit nulle part que tu es ça. Ça se voit pas. Tu sais, c'est pas comme... Tu prends pas un rayon X pour savoir que lui est PTSD, lui, il l'est pas. Ça prend des rencontres avec des gens professionnels, des gens de la santé professionnelle qui vont t'aider, puis qui vont dire, OK, cette personne-là, il y a tel facteur qui fait que cette personne-là, je lui donne un diagnostic de PTSD. Y a-t-il quelque chose que tu considères qui pourrait être fait de plus pour vous aider davantage? Écoute, quand je te dis que 2007, le gouvernement mettait de l'effort, mais c'était pas facile. En date d'aujourd'hui, les ressources sont beaucoup présentes. Si quelqu'un a besoin... Plus rapidement, Ah, bah oui. en amont? Oui, beaucoup plus rapidement. Je te donne un exemple. Moi, quand je suis revenu de mission en 2007, au mois de mars 2007, j'ai été transféré au mois de juin à l'extérieur d'une base opérationnelle. On s'est ramassé en Ontario. Tu arrives en Ontario, qu'eux sont... Tu sais, une base opérationnelle, c'est des gens qui sont déployés en mission. T'sais, dans le fond, tu as Edmonton qui a une base opérationnelle, tu as Petawawa, Valcartier, puis tu as des gens de Gagetown, Nouveau-Brunswick. Ça, c'est des bases opérationnelles. Les autres bases à travers le Canada, je parle au niveau de l'armée de terre, c'est soit des bases d'entraînement, des bases d'école. En sortant d'une base de déploiement, je me suis rendu dans une base administrative d'école qui avait aucune idée d'où ce que j'arrivais et qu'est-ce que j'avais vécu. Fait que l'aide, peut-être l'avoir eu avant, ça aurait réglé bien des choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un jeune qui vient te voir, qui te dit je veux suivre ton parcours Hey, go! à l'armée, c'est. Il y a pas. Mais est-ce que tu donnes leur juste? Est-ce que Oui. tu vas être quelqu'un de transparent? Totalement. Les risques Écoute, associés. J'ai coaché au hockey longtemps. J'ai coaché des jeunes. J'ai tout à suivi mon garçon. Il était à MAG. Puis j'ai des jeunes que j'ai coachés. Puis ils ont fait ça, trembler de policier militaire. Puis je les vois aller. Puis je trippe. Je trippe les voir aller. Des gens que j'ai joué à la balle avec eux autres au niveau civil. Je les suis sur Facebook. Puis je vois le parcours militaire. T'sais, moi, j'ai trippé là-dedans. Oui, j'ai une belle carrière. Oui, c'est le fun. Oui, tu te crées une autre famille. Il y a des pour, il y a des contre. C'est plus du positif que du négatif. Ah, moi, totalement. Clairement. C'est sûr que j'ai un goût amer de la manière que je suis sorti parce que on n'a pas voulu investir pour m'envoyer, je disais réparer, mais opérer au niveau privé pour me remettre sur pied parce que j'avais encore 15 ans que j'aurais pu donner de ma vie. Mm-hmm. Je me suis senti comme un numéro. Ouais. Mais ça fait partie de la game. Je me dis que le système militaire était en restructuration, mais ils ont perdu un élément qui était sûrement excellent pour eux, qu'ils n'ont pas été capables de garder. Puis là, ils ont de la misère à avoir des gens. Fait que, mon seul négatif, c'est le goût amer que quand je suis sorti. Le pourquoi de la cause je suis sorti. Ça, c'est dur à accepter. Que là, tu te sens comme un simple numéro. T'aurais aimé ça, terminer ça autrement. Totalement. Quand toi, tu le décides. Oui. Parce que dans le fond, tu n'as pas eu la pleine décision. Là. Ben non, parce ça a été un peu imposé. Imposé indirectement.
Puis je me dis, putain, je suis capable de encore 15 ans de ma vie, c'est beaucoup 15 ans. Mhm. Mais Le 11 novembre, ça représente quoi pour toi à chaque année? Est-ce que c'est un moment, une journée... c'est la journée la plus importante de l'année. mais est-ce qu'en même temps, c'est la journée la plus difficile? Totalement. Là, les souvenirs ressortent. Souvenirs d'émission. Puis, tu sais, même avant ça, on a tous des comptes Facebook. Tu vois tous des remember passés. Mhm. Puis même tout au long de l'année, tu vois des photos, OK, telle date, telle personne. Telle date, telle personne. OK, je me souviens. Je me souviens exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je me souviens exactement c'était où. C'était qui. Comment. Pourquoi. Même si j'étais pas avec eux sur le terrain même de l'émission, quand il arrive une telle chose, le véhicule, moi, de mon côté qui était mécanicien, revenait tout le temps en arrière. Quand le véhicule revient en arrière, tu vois les dommages. Tu vois qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois que un véhicule blindé qui peut ouvrir comme une canne de conserve. Aïe, aïe, aïe. Fait que tu fais juste imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Tu te fais Tu fais des l'image. scénarios. Tu fais des scénarios. Mm. Tu fais les rapports de véhicules. Il y a ça. Mais oui, le 11 novembre, c'est jamais facile. C'est jamais facile, mais c'est une date tellement importante. Pas juste pour qu'est-ce que nous, on a vécu, mais qu'est-ce que les autres ont vécu avant nous. Tu sais, si la première, la deuxième surtout, on n'était pas allé là, peut-être que toi et moi, présentement, c'est quoi? On parlerait allemand. Mm. Peut-être. Peut-être. C'est beaucoup de gens qui sont pas capables de comprendre ça. Le mot sacrifice veut dire Incroyable. énormément. Puis c'est plate, mais au Québec, l'histoire n'est pas bien enseignée. Ou n'est pas enseignée du tout cette histoire-là. T'sais, on va focuser sur l'histoire du Québec. OK, c'est correct. C'est important. T'sais, c'est correct qu'on parle français. On est une entité à part les autres. Mais ça reste qu'il n'y a pas juste des Français. Il y a beaucoup de Français qui sont partis des Québécois quand ils sont traversés de l'autre côté. Tu sais, le Royal 22e Régiment a une réputation mondiale. Quand on est arrivé sur le terrain en 2007, ils n'avaient entendu parler des Franco. Ils n'avaient entendu parler des 22 qui s'en venaient. Les talibans, ils n'avaient entendu parler. Tu sais, nous, on avait des interprètes qui étaient des civils. Puis ils nous en parlaient. Ils disaient, les guerriers, ils ont peur. Ben voyons. Les guerriers ont peur des 22. C'est des machines, ces gars-là. C'est des machines. Regarde un 22, regarde un Marines américain. Les 22 sont tout le temps over. Sur tout. Fait que, mais pour revenir, le sacrifice, oui, on l'a donné, mais il s'est donné beaucoup plus avant nous autres. La première, la deuxième, c'est... Et c'est une continuité. Totalement. Le monde a changé, Oui. le monde a évolué, Oui. mais grâce à tout ce qui s'est fait auparavant, on vit dans la société que l'on vit aujourd'hui. Qui aurait dit, après la deuxième, qu'on serait à côté avec les Allemands dans le temps? On travaille avec eux autres. Ils font partie du G7 avec nous autres. Mm. On s'est entretués. Ça, c'est un partenaire. On connaît pas l'avenir, mais écoute, tu commences à discuter. Beaucoup de choses changent. Puis autant qu'ils ont voulu nous anéantir, là, que là, on mange à la même table qu'eux autres. C'est correct. Parce qu'on a évolué. On a évolué totalement. Tu es fier d'avoir porté l'uniforme, tu es Toujours. fier de notre hymne national, tu es fier de notre drapeau. Totalement. On est perçu comment, les Canadiens? Là, on parle un peu peu hors sujet Ok. là, par rapport à ce qu'on voulait, mais j'aimerais t'entendre. Je te donne un exemple. 96, 97. Ma première mission, durant notre mission, on avait 2 fois 4 jours de break. Que
Nous autres, on était en Bosnie. Ils nous envoyaient en autobus à Zagreb, qui est en Croatie. Puis de là, tu pouvais t'en aller en Europe pendant 4 jours. T'es 4 jours off, totalement. On arrivait en train, puis on se promenait en train en Europe. Puis tout ça. Là, tu traversais de pays en pays. Tu arrivais avec ton passeport. Le Canadien, il ouvrait même pas nos passeports. OK. Il ouvrait même pas nos passeports. Fait que, tu sais, au niveau international, t'es très bien vu. Le Canada, on se fait ressembler beaucoup physiquement aux Américains. Ils nous demandaient, êtes-vous Américain? Non. On est Canadien. Ben, les gens qui ont passé avant nous ont fait que Mhm. le Canada est bien vu partout. Et vous avez continué, t'as continué à Ouais. contribuer à ça. Oui, puis ceux qui sont là présentement continuent à contribuer. Mais il faut enseigner l'histoire. Il faut enseigner qu'est-ce qui se passe. Il faut arrêter de faire des gardes de clocher pour des niaiseries à l'interne. Parler de constitution, hein, c'est des sujets, c'est des débats qui sont très, très à la mode. Très à la Mais, mode. écoute, j'ai dans mon podcast, j'ai une thématique où les gens posent une question à l'invité suivant, sans savoir c'est qui. C'est la beauté de la chose. Ça rend les choses comiques. Puis, mon dernier invité veut te demander, quelle est ta vision du destin du Québec au sein du pays pour les 15 prochaines années? Quel est... Répète-moi ça. C'est quoi? Comment tu vois le destin du Québec là, pour les 15 prochaines années? La position du Québec dans les 15 prochaines années. Comment tu vois ça? Moi, je vois le Québec comme une province du Canada, encore une fois. C'est impossible de se séparer. Arrêtez de penser qu'on est capable d'avoir notre monnaie, on est capable d'avoir notre armée. Sortez un petit peu de chez vous, allez voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Le pays est grand, oui, autant que le Canada de l'Est puis de l'Ouest, c'est totalement deux mentalités. Le Canada du centre, des maritimes, c'est toutes des mentalités différentes. Mais on veut se séparer, pourquoi? Parce qu'on parle français? Ça n'a pas rapport. Ça n'a nettement pas rapport. Ah, je suis distinct. OK, oui, c'est vrai. C'est ta culture. On a notre culture, puis il faut en être fier de notre culture. Mais moi, je vois le Québec comme une province du Canada. Ça ira pas nulle part d'autre que ça. C'est impossible. C'est impossible. On a de la misère à gérer nos budgets à l'interne. On peut-tu essayer de s'organiser en gang là, dans notre pays? Là? Je pense qu'on pourrait faire une émission complète sur ce sujet-là. Totalement. Avec Faut toi. pas rentrer là-dedans. Ce serait, comment je pourrais dire, ce serait anticonstitutionnellement, c'est un gros mot. Ouais, hein, c'est le plus grand mot du dictionnaire. J'ai bien dit, mais ce serait ça, de commencer à vouloir tout refaire cette constitution-là, puis la rebâtir. En tout cas, bref, là, tu vas dire pourquoi j'ai placé ce mot-là, mais c'est parce que c'est un défi qu'on m'avait placé, là, de dire le mot anticonstitutionnellement. Je me surprends à bien le dire, c'est phénoménal. Écoute, Martin, c'est une belle rencontre. C'est une super de belle rencontre. Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je le répète, c'est pas un univers que j'ai côtoyé. Puis je suis vraiment content d'avoir eu de l'éclaircissement, de pouvoir mieux comprendre un peu cet univers-là, ce que tu vis, ce que tu as vécu, puis ce que tu continues à vivre. Ton défi encore. De tous les jours. De tous les jours. Moi, ce que je te dis, c'est de ne pas lâcher, de continuer, d'avoir cette ouverture. Tu as des ressources. Hein? Il y en a plein. Faut juste les saisir. Puis souvent, c'est ça, c'est un peu ça, des fois on voit. Des fois, les gens n'osent pas aller demander de l'aide. Les gens ne veulent pas mettre un genou en terre pour être capable de s'en lever par la suite. C'est ça le gros de l'affaire. Accepter tout à fait. Pour pouvoir mieux rebondir sur tes deux jambes par la suite. C'est beau, c'est un beau message, puis c'est tout en ton honneur. Puis ça s'adresse à
à tout le monde qui Tout le vit monde. toute forme de difficulté. Exactement. Peu importe le niveau. Là, c'est pas... Autant qu'un étudiant à l'école, Tout à fait. qu'une personne âgée, peu importe dans ta vie, que tu travailles de tous les jours, les défis sont partout. Ouais. On parle de défi. Je viens de placer le mot anticonstitutionnellement d'une façon pas très habile. Parce que je ne savais vraiment pas comment l'amener, ce mot-là. Pour mon prochain invité, ça serait quoi le mot que tu me pousserais à dire? Puis là, je t'avoue avec ton sourire, là, tu me dis, bon, OK, là, je pense que ça va être encore très, très méchant. OK. C'est peut-être 2 mots ensemble. OK, bon, double défi. Double défi. William la crevette. William la crevette. Mais là, la crevette a déjà sorti. Il y a une tendance parce que dans mon 2e épisode, que tu n'as peut-être pas encore écouté, Non. mais que tu vas écouter assurément, le mot était crevette. OK. Et il fallait que je quitte. En fait, c'est mon premier Sais-tu quoi? invité. On va changer de mot crevette. William le Wawaron. William le Wawaron. Qui est-ce? Qui est William le Wawaron? OK. William, c'était quelqu'un qui était dans l'armée. Wawaron, je pense que c'est pas facile à introduire dans une discussion, un Wawaron. Ouais, c'est ça. Là, Et ça, c'est un beau défi, là. Je t'en remercie. Ça fait plaisir. Hey, ça fait extrêmement plaisir de te mettre dans le trouble. William le Wawaron. D'accord. Juste de savoir comment on écrit Wawaron, ça va être un beau défi. ChatGPT, il va pouvoir t'aider. Quelle serait ta question pour mon prochain invité? Je te donne un souhait que tu peux changer quelque chose dans le monde. Oh. Il y a une chose, je te donne le go, puis on change. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi qu'on change dans le monde? Martin, Puis ça va changer la vie de tout le monde. vraiment, là, ce que tu viens de dire là, puis là, tu n'as aucune espèce d'idée c'est qui mon Aucune prochain idée. invité, là. Moi, je le sais. Puis je pense que cette question-là ne pourrait pas tomber mieux que ça. William le Wawaron, ça, c'est très mauvais, là. Je l'adore. C'est très mauvais, mais ta question, elle est fort intéressante et j'ose espérer que tu vas écouter C'est sûr. les épisodes précédents, ton épisode, mais les subséquents. Parce qu'il y aura certainement une réponse à ta question. C'est une très belle question. Je trouve ça intéressant et ça va être un défi qui va être relevé. C'est un done deal. Done deal. Done deal. J'aime ça. Martin, merci infiniment encore une fois pour ta présence, ton ouverture, ta générosité. Peut-être qu'on pourra faire une prise 2. Il y aura peut-être d'autres aspects qu'on pourra énumérer. Pour mes auditeurs, ben, je vous souhaite d'être présents. En fait, je vous souhaite d'être là pour la suite des aventures de William le Wawaron. Ça va être de toute beauté. Et à la prochaine. Merci.